Tuning, rouille, voiture italienne. Voilà, vous êtes prévenus, faudra pas venir pleurer. Après l'intro la plus rapide de l'histoire de YouTube, on va directement présenter les protagonistes de ce matin-là. Donc je suis avec Freddy qui nous a trouvé un moyen de remorquer puis qui va nous faire le chauffeur au retour. Merci Freddy. Ouais. Et on a Hervé avec nous qui est, comment dire, un mécène de la chaîne puisque il y a déjà deux des bagnoles qui sont passées par ici. Et voilà ce qu'on trouve quelques kilomètres plus loin, une 156 GTA SW que je convoitais déjà depuis quelques années. Oui, j'en ai déjà eu une et non, la leçon n'a pas été suffisamment sévère pour que j'en demande pas. Celle-ci a pas roulé depuis au moins 10 ans entre les mains de 3 propriétaires successifs qui se sont finalement jamais lancés dans sa remise en état. Reste plus qu'à espérer que je perpétue pas cette tradition. Cause officielle de l'immobilisation, embrayage HS. Et c'était vrai en quelque sorte, on en reparlera en temps voulu. Bon, la plupart d'entre vous connaissent déjà la 156 GTA, mais pour les autres, voici un rapide condensé. On a ici un V6 3 litres d'eau qui sort 250 chevaux sur les roues avant, le tout sans autobloquant. Pour environ 1400 kg, ça se déplace. Comme vous pouvez le voir ici, celle-ci est pas de première fraîcheur. Elle a un peu plus de 200 000 km au compteur. Et vous faites pas berner par sa carrosserie poussiéreuse, elle est loin d'être parfaite. Pour pouvoir la charger sans rien abîmer, on dépose le pare-choc avant. En principe, le moteur est en état de fonctionnement, mais un V6 Alpha sans historique de remplacement de sa courroie de districe, c'est une mécanique à laisser en sommeil. Il faudra donc être patient pour profiter de ses vocalises. De toute façon, elle n'est pas censée pouvoir se déplacer vu son problème supposé d'embrayage. C'est donc à la force des bras et des mollets qu'on présente la voiture pour l'embarquer sur le plateau. Direction la douane. Eh oui, j'avais oublié de préciser qu'il s'agissait d'un véhicule suisse. Freddy, t'as fait une connerie? Mais non, c'est neuve. C'est quoi ça? C'est le polissage de jantes. Ah bon, ah d'accord. Bon bah ça va alors. Tu verras, c'est un petit rappel esthétique entre la rouille et les rayures. ça c'est ma signature. Freddy nous rend un grand service ce jour-là puisque j'ai pas de permis plateau, donc c'est lui qui conduit le ML. Comme ça j'ai le temps de filmer. Zone douanière, on arrive. Donc t'auras le parking à droite, le parking de la douane française. Limite tu vas te garer sur le bord après, tu vois. Ouais, il y a une remorque. Voilà, bah tu te gares après. Direction les bureaux de la douane suisse pour obtenir le document d'export, puis retour à la douane française pour nous acquitter de notre dû. Et là, les souvenirs de ma précédente 156 ressurgissent. Flashback horrible de remplacement de distribution, de changement d'alternateur et autres travaux de carrosserie sous le signe du tétanos. Mais 2 minutes plus tard, j'ai déjà hâte de m'y remettre. Ça tombe bien, le ML a parfaitement assuré ce trajet et ses quelques longues montées. On est déjà prêt à décharger la 156 là où elle a ensuite dû attendre quelques temps histoire que je finisse déjà quelques chantiers en cours. Mais c'est bon, on va la décharger ici. Tu peux rester là. Ah, hop, ça va. Ça va. Doucement, doucement. Ah, c'est bon. Ne mentez pas, je sais que vous êtes en train d'admirer ces magnifiques jantes. Nickel. Impeccable. La lame c'est juste, c'est bon. Et voilà, c'était mes premiers mètres au volant de la 156. Donc comme je vous disais, il s'est écoulé pas mal de temps ensuite avant que je m'y mette véritablement. L'automne a laissé place à l'hiver et la pauvre Alpha se retrouvait délaissée de nouveau. Mais je suis pas resté sans rien faire. Si vous regardez la chaîne et que vous appréciez ce genre de truc, il y a des chances que vous fassiez déjà des restaurations ou que vous ayez envie de vous lancer dans ce genre de truc. Quand vous avez votre voiture là, que vous attaquez le gros du chantier, il vaut mieux essayer d'être en avance de phase et de commander ou de commencer à chercher toutes les pièces dont vous allez avoir besoin. Et finalement, elle est pas si mal cette voiture. Il manquait aussi certains trucs et donc pour ça, sans même avoir démarré la voiture, j'ai remis la batterie, j'ai mis le contact et j'ai essayé de regarder ce qui fonctionnait ou pas dedans. Donc déjà il y a l'écran central du tableau de bord, celui qui affiche l'ordinateur de bord et ce genre de trucs. Et il est mort. En y regardant bien, j'ai aussi le boîtier filtre à air qui est fissuré. Fissuré ici, toutes les vis sont cassées. Et forcément, c'est pas terrible parce que si on aspire des merdes, le moteur, on a beau le refaire et il va pas faire long feu. Donc j'en profite pour vous parler
d'un sponsor de la vidéo. Ça me pose aucun problème d'en faire la promotion parce que pour le coup ça m'a déjà sorti de la mouise un certain nombre de fois, notamment sur la voiture de Clara. Pour la petite histoire, là, toutes les volets de ventilation du système de clim automatique, il y en avait un paquet qui était cassé et ça coûte très cher ce genre de truc, donc j'en ai acheté d'occasion. C'est là qu'on en vient donc au site que je vais vous présenter et on va essayer de nous trouver une boîte à air de remplacement et un des écrans centraux qui est HS. Oroco.fr, après Alpha 156, ok. Boîtier filtraire ici. Donc la subtilité c'est qu'il montre de quelle voiture proviennent exactement les pièces. Donc là par exemple c'est une 156 diesel 1,9 litre. Elle me paraît strictement identique. Et je vous dirais même qu'en fait on se fout un peu de savoir si ça va aller ou pas. Dans la livraison, il y a le prix de retour. Vous indiquez le numéro de commande, votre mail et puis vous délivre un bon de retour. Ça fait une belle économie parce que j'ai regardé en neuf, j'en trouve plus. Et quand c'était encore dispo, c'était 450 €. Donc ça vaut le coup de débourser 60 balles. Et peut-être se les faire rembourser si ça va pas. Et pour ce qui est de l'écran central, j'ai pas mis longtemps à en trouver un. Voilà. 50. C'est ça qu'il me faut. Ok, c'est bon, commande passée. Si vous avez besoin, je vous ai mis le lien en description. Oroco.fr. Allez, on continue. Donc maintenant on a à peu près toutes les pièces qu'il nous faut, notamment les jantes d'origine, je vous rassure, celles en place vont dégager à la première occasion. La peinture est globalement en mauvais état, avec en plus des traces de réparation douteuses sur la porte avant droite, mais question rouille, il y en a, mais c'est loin d'être inquiétant. Ma première GTA était bien pire que ça. Pour l'instant, de toute façon, la priorité c'est pas de la rendre exposable dans un showroom dédié aux plus belles sculptures italiennes du XXIe siècle, mais plutôt de faire en sorte qu'elles reprennent la route. Et pour y arriver, on va opter pour la solution radicale qui est malheureusement souvent la bonne réponse dès qu'une pièce mécanique est à remplacer sur une GTA. Faut tout sortir! Ouais, si on veut pas finir à l'asile, c'est la seule méthode valide. Donc on va dégager moteur-boîte en espérant que ça se passe bien avec mon pont de la mort. Ouais. Et justement, pour la lever avec le pont sans rien casser, il faut se débarrasser des bas de caisse. De toute façon, il est clair à ce stade déjà qu'elle aura droit à une peinture complète à un moment donné. Et ben là justement, on voit bien les réparations moisies dont je vous parlais un peu plus tôt sur la porte. Les personnes anxieuses là peuvent commencer à retenir leur souffle. Un rapide coup d'œil en dessous permet de valider que oui, ça fait un petit moment qu'il n'a pas tourné ce moteur. C'est l'heure de la douche. Si vous vous posez la question, en effet, mon instinct de conservation est faible. Si à un moment donné vous avez envie de passer un mauvais moment, vous pouvez simplement vous mettre à démonter le système d'admission d'air d'une 156 GTA. Vous serez servi. Maintenant, avant d'aller plus loin, il faut qu'on contrôle le niveau de pression du circuit de clim. Donc bah c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Il n'y a pas de gaz, donc on va pas en mettre partout, mais il n'y a pas de gaz, donc il y a une belle grosse fuite probablement.
L'ensemble radiateur de clim, moteur et motoventilateur descend par le bas en déposant une traverse et là je suis content d'avoir le pont. Alors il y a sûrement des étapes de ce démontage qui n'étaient pas optimales et si c'était à refaire je le ferais sûrement bien plus rapidement. Mais cette fois-ci c'était long et pas toujours facile. Mais ça laisse le temps de remarquer les pièces qu'il va falloir commander en neuf. Ça c'était une jolie bombe à retardement. Il est vraiment prêt à péter. D'ailleurs j'ai pris soin de ne pas l'abîmer, j'aurais dû. Parce que le collier qu'il y avait dessus c'est ce genre de modèle qui est vraiment impossible à retirer convenablement. En fait, si après j'ai trouvé comment faire. Ben lui, il faudra le changer absolument par un neuf, faut que j'y pense. Quel bordel. Je vous ai dit, la première fois c'est toujours comme ça, et puis les fois suivantes ça va pas si mal. Il y a pas mal d'opérations sur cette voiture qui nécessitent de déposer le bac à batterie comme je suis en train de faire. Et là, ça va nous permettre d'obtenir un premier indice sur les raisons de l'immobilisation. On rappelle, cette voiture, initialement, elle a été immobilisée pour un problème d'embrayage. Apparemment, il était HS. Je crois que finalement, c'était pas vraiment le disque d'embrayage ou le disque d'embrayage qui était mort. Je vous montre. À mon avis, là, ça devait pas aider quand même. Parce que, ouais, le récepteur d'embrayage, quand il manque une partie comme ça, bah oui, forcément, l'embrayage fonctionne moins bien. L'avantage, c'est qu'a priori, il n'y a pas de liquide qui va couler. Et tout comme moi, vous saurez plus tard que ce récepteur HS ne constitue qu'une partie de la réponse. À ce point du démontage, j'avais déjà consommé une pleine journée dessus et il était temps de ranger les outils. Quand je vous ai dit que c'était long. J'ai laissé tomber à peu près à ce moment-là hier, parce que ça m'inspire pas trop la dépose des cardans, mais personne l'a fait dans la nuit à ma place, donc bah, on dirait que je vais quand même devoir me coller. J'avais espéré presque qu'on vole ces jantes pendant la nuit également. Pareil. Personne s'en est occupé. Et tant qu'on y est, on peut relever l'alésage central incorrect des jantes sans bac de centrage, ce qui veut dire que les boulons de roue assurent la quasi-intégralité de l'effort mécanique. Nickel. Bon allez, je résiste pas, je vous laisse quelques secondes de ma bande son quotidienne pour que vous profitiez du son de la nature. C'est bon, vous êtes zen et apaisé? Je vais essayer de laisser toutes ces lignes en place sous la voiture, toutes ces canalisations, parce que sinon ça va être un gros boulot de tout débrancher un à un. Et ouais, si je pouvais m'en préserver, ce serait bien. Je vais pouvoir reprendre le travail sur les cardans maintenant. Vous vous demandez peut-être pourquoi je m'acharne encore à travailler accroupi sous la voiture, alors que je pourrais la lever jusqu'en haut et me tenir confortablement debout en dessous. Bah déjà c'est extrêmement indiscret comme question, je trouve. J'aime ramper, je continuerai à ramper même avec un pont. C'est comme ça. Le bien et le mal n'existent pas sur Terre. Il n'est pas question de justice ni quoi que ce soit dans la nature, sauf en ce qui concerne l'acier et l'aluminium.
Là j'ai réussi à les débloquer, mais bon, déjà il me reste une deuxième à faire, et j'ai bien cru que ça allait très mal se terminer cette histoire. Ouais, la deuxième elle est encore moins accessible, alors... Enfin là, je vais vous rentrer, il commence à pleuvoir. On va gagner quelques kilos en vidangeant en boîte et le moteur. Évidemment c'est bien bloqué, mais avec ça, ça devrait le faire. Bon, c'est propre. Un tout petit peu de limaille dessus, mais franchement pas inquiétant pour le coup. La boîte a l'air d'être en bon état. Par contre, ça fait quand même pas beaucoup d'huile, je trouve. Oui, ça c'est un sujet sensible sur cette voiture, parce que le différentiel parfois peut décider de partir dans l'espace. C'est plutôt normal. J'ai plus qu'à aller récupérer le bouchon dans la bassine par contre. Ça c'est la partie moins drôle. Le problème là, c'est que les supports moteurs sont super volumineux et je sens qu'ils vont me gêner pour retirer la mécanique. Donc je vais déposer ce qui est fixé avec celui-là, et c'est assez pénible. Il y a le compresseur de clim. Donc je vais déjà défaire la courroie. Je m'étais quand même promis de jamais plus retoucher à ces moteurs. Enfin bon, voilà, on se refait pas. Hein. Mort, mort, mort. On peut pas y accéder à cette vis de merde. C'est une blague. Ouais, là je viens de me rendre compte qu'il faut aussi déposer la pompe de direction assistée pour pouvoir retirer le compresseur de clim. Voilà, ça pourrait se régler très simplement, mais pour accéder à la vis, par la deuxième vis qui maintient le compresseur de clim, il faut déposer la pompe de direction assistée. Pour virer la pompe de direction assistée, il faut virer cette protection, et si ça se peut, il faudra aussi virer le collecteur d'échappement. Voilà, c'est alpha, c'est comme ça. Alors j'ose pas imaginer quand ce moteur est en plus appairé avec le turbo, parce qu'il existe, le V6 turbo. Ça doit bien être marrant de travailler dessus. Je viens d'apercevoir d'un truc marrant, c'est que ce support côté droit, il n'y a que les vis de devant. À l'arrière, non, apparemment c'était pas nécessaire. À ce moment-là, je savais pas trop comment j'allais gérer la sortie du moteur. Il y a deux écoles, par le haut ou par le bas. Bon, d'habitude, j'ai toujours tendance à vouloir les sortir par le haut, à part quand on a un boxer comme sur la 33, où là, clairement, ça peut pas passer. Mais là, il restait à voir comment ça allait se passer. Là par contre je m'étais pas encore rendu compte que j'avais oublié le support arrière. C'est pas la dépose la plus facile. Et encore, j'y suis pas encore arrivé, ça bloque pour l'instant. Voilà, là je m'en suis rendu compte et ça va aller tout de suite beaucoup mieux. Bon, tout est détaché, a priori il n'y a plus rien qui retient le moteur. Faut voir maintenant comment ça passe. Ça paraît quand même assez étrange que ça puisse passer, mais peut-être qu'en penchant fort le moteur, boîte vers le bas, ça peut sortir. À ce moment-là, je pensais encore le sortir par le haut. Ça va pas être du gâteau quand même. Hein. J'ai vu beaucoup plus simple que ça à faire, mais d'un autre côté, hein, quand on voit la taille du moteur et la taille du compartiment moteur, on comprend que c'est juste quoi. C'est très juste. Juste lever la caisse, parce que pour moi le moteur à l'avant il peut sortir. Ah, l'optimisme de la jeunesse, comme c'est beau à voir. Ouais,
Normalement ça passe. Il faut juste que je trouve un moyen de maintenir le moteur un peu penché dans cette direction. Maintenant l'idée c'est de lever la voiture en laissant le moteur sur les pieds de la chèvre, sauf que y a le bras de la chèvre qui est sur le chemin. Allez, c'est le grand moment. Ça, c'est le moment où je réalise qu'il y a 350 kg de moins à l'avant de la voiture et bien 200 kg de roue dans le coffre, donc ça donne bien l'impression qu'elle va basculer en arrière. C'est mollo parce qu'elle est très lourde de l'arrière maintenant. Ah bah dis donc, c'était vraiment inattendu ça. Bah oui, sans les bacs de centrage c'est pas drôle, mais en plus c'est le disque qui tourne sur lui-même. C'est génial. Là, la bonne chose à faire c'est de remonter tout ce que j'ai démonté et que je voudrais pas perdre, et puis dont je vais plus me rappeler le sens de montage plus tard de toute façon. Voilà. Ça, c'est une bonne chose de fait. Maintenant, ce que je vais m'atteler à faire, c'est virer la voiture, la mettre à sa place parce que j'en ai plus besoin pour l'instant. On va s'occuper uniquement de ça. Je me demandais si on n'allait pas d'abord faire un test de compression pour savoir si déjà ce moteur, il y a quelque chose à en faire ou pas. On sait jamais, il est peut-être mort, je l'ai jamais entendu tourner. Donc ça peut être une option. Et puis je vais m'atteler aussi à nettoyer et à ranger l'immense bordel que j'ai mis sur cette dalle. Ça a été un petit désastre, hein, il faut l'admettre. J'ai pas été très performant sur ce cas, mais bon, je sais pas trop ce que ça va donner au montage parce que la méthode est bonne, je pense, mais quand même, c'est un peu fouillis, quoi. On verra. Je sens que je vais en faire des cauchemars. Ah, si vous bricolez souvent tout seul, vous savez que parfois il faut être un peu créatif pour se démerder. Reste à savoir combien de temps elle va bien pouvoir végéter là avant que je puisse remettre le moteur dedans et tenter de voir si elle fonctionne correctement, cette voiture. Ah bah oui, là ça fait tout de suite mon rêver. Mais bon, il faut passer par là. Hein. Maintenant c'est le moteur qu'il va falloir garer. Direction le garage donc. Seule solution quand on a de la terre et des graviers sur le chemin. On l'embarque dans le ML, on fait 10 mètres et on le balance du coffre. Ouais, avec le fameux support arrière qui m'a fait perdre pas mal de temps, on va pas pouvoir le caler correctement.
La blague, c'est qu'une fois le moteur chargé dedans, les bras de suspension du ML empêchent les jambes de la chef de passer dessous pour pouvoir l'approcher assez, donc il faut lever la voiture au cric. Et après une bonne heure de manutention, on peut enfin déposer la boîte de vitesse jusqu'au volant moteur pour mettre en place le tourne-broche du banc moteur. Et d'ailleurs, dégager la transmission, ça m'a aussi pris un bon moment. Bizarre. Je crois que ça m'a pris au moins 2 heures pour obtenir ce positionnement là. Si vous n'avez jamais vu l'épisode durant lequel je fais la même chose avec le V12 de l'Aston, vous savez pas forcément pourquoi j'y accorde autant d'importance. Et si vous l'avez vu, vous savez absolument pourquoi. Le centrage des masses, c'est hyper important. On est bien d'accord que là c'est pas centré, mais c'est le mieux que je puisse faire. On va voir ce que ça donne quand on essaiera de basculer. Ça risque d'être périlleux. Là je vais le descendre et on va essayer de le détacher. J'aurais bien aimé garder le volant moteur pour pouvoir faire un test de compression, mais ça passe pas avec l'adaptateur du banc moteur, donc on va pouvoir mettre la Stone dedans. Le V6 3 litres 2 est enfin en place pour sa chirurgie, et là je sais pas encore à quoi il va avoir droit. Une distribution neuve c'est certain, mais tant qu'on y est, il y a d'autres trucs à vérifier et vous verrez que les précautions se sont avérées utiles. On a bien sous les yeux un Busso dont la conception remonte au début des années 70. C'est encore un beau moteur aujourd'hui, mais à l'époque ça devait être quasiment une œuvre d'art. En 92, il reçoit pour la première fois des culasses Akatsupa par cylindre qu'on retrouve ici pour son évolution ultime, chez Alpha en tout cas. Allez, priez pour moi qu'il n'arrive rien de trop fâcheux. Il est temps de voir si on arrive à le retourner. Ouh, ça a l'air lourd. On va le faire. C'est pas hyper bien centré, mais je devrais pouvoir le tourner sans trop risquer ma vie. Sauf que maintenant je peux plus remettre la goupille vu que le tourne-broche a dû se décaler en avant ou en arrière, donc ça s'aligne plus. Trop ajusté ce truc. Bah je vais la remplacer par une vis qui traîne par là. On n'a rien à voir. Une vis. Oh putain. Voilà, j'ai failli faire le test. C'est lourd, hein. Quand même, c'est lourd. J'ai encore rien fait sur ce moteur que je suis déjà mort. Bon, il y a l'Aston ici, l'équilibreuse là, les étagères juste ici, mon stock d'outils en face. Je vais pas avoir beaucoup de place pour retenir le moteur. Il va falloir que je le retourne, parce que là on va aller vérifier l'état des coussinets. J'ai quand même un doute, je sais pas, dans la bassine j'ai cru voir des paillettes. Et je sais pas si ça date d'avant ou de cette vidange là. Donc bah
avant de faire quoi que ce soit d'autre sur ce moteur, on va s'occuper de ça. On va désenlever la goupille. Je vais me préparer une vis au cas où il faudrait le remettre d'urgence. Voilà, après il y a le papillon des gaz qui me bloque, donc il n'ira pas plus bas. C'est bien arrangé à côté de la Maserati niveau visserie parce que on en est encore aux vis dont les rondelles peuvent se barrer comme elles veulent. Ce qui est quand même un grand danger pour la mécanique, je trouve. On va déposer ce coussinet de bielle et ensuite on fera un coussinet de vilebrequin, je pense, pour voir. Alors c'est du 13 bien flottant, on va aller chercher du côté des outils américains. Quand j'ai des vis et des doigts qui s'ajustent mal, j'aime bien aller opter du côté des tailles impériales. Souvent on trouve des dimensions intermédiaires. Voilà, celle-là est beaucoup plus ajustée par exemple que le métrique. Je sais pas d'où ça vient hein, ces trucs là, mais j'ai remarqué que sur la visserie du bas moteur, c'est assez fréquent qu'on soit assez flottant et j'aime pas trop ça. Oh, dis donc, pas trop envie de sortir lui hein. Un petit coup sur les deux vis pour pouvoir faire descendre la bielle et le piston et on devrait pouvoir l'enlever. Là, on est franchement pas mal. Le maneton du vilebrequin non plus n'a pas l'air marqué, donc on devrait être pas mal à ce niveau. Reste à savoir ce qui se passe au niveau des paliers. Là j'ai quand même l'impression qu'il y a de la matière en moins. Peut-être les remplacer ceux-là. Enfin du coup on va tout remplacer hein. Au point où on en est de toute façon. Ça va plus changer grand chose hein. Bon bah on dirait qu'on va pouvoir aller un peu plus loin qu'une simple distribution. Il me reste à vous remercier pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous avec celle-ci dans 15 jours pour voir si on arrive à entendre le chant du buisson. Ciao!